L'Anthropocène est une toute nouvelle ère géologique, caractérisée par l'avènement de l'activité humaine, qui devient le moteur principal des changements environnementaux, au détriment des forces géophysiques par exemple. C'est l'âge des humains et de leur domination vis-à-vis de la planète. Des idées similaires avaient déjà pu être formulées au fil de l'histoire scientifique. L'article citait Buffon par exemple, qui disait "La face entière de la Terre porte aujourd'hui l'empreinte de la puissance de l'homme." Mais c'est l'américain Eugen Sturmer et le néerlandais Paul Joseph Crutzen qui formalisent ce constat dans la définition d'une toute nouvelle ère géologique, initiée par l'industrialisation du XIXe siècle. Pour la première fois, l'histoire de la Terre entre en collision avec celle des hommes et des femmes qui l'habitent. C'est une affirmation qui n'est pas tout à fait unanime. Il est important de noter qu'elle est encore critiquée et débattue aujourd'hui dans les cercles scientifiques. L'Anthropocène marque ainsi une rupture avec l'Holocène, qui est une période interglaciaire qui avait commencé il y a environ 1000 ans avant Jésus-Christ. Et donc certains géologues prononcent la fin de l'Holocène non pas au XIXe siècle avec l'industrialisation, mais bien à partir des années 50, lors des tests nucléaires, qui ont dispersé des particules radioactives dans l'atmosphère. Et c'est ensuite en 2016 que le Congrès international de géologie reçoit la recommandation de prendre l'acte officiel du commencement d'une nouvelle période géologique, l'Anthropocène. Donc hormis la disparition de particules chimiques de synthèse dans l'atmosphère, on prend également compte du rejet de microplastiques à la surface des océans ou l'altération de la biodiversité, tant par la disparition d'espèces que l'introduction d'espèces invasibles par exemple. Les fonctions de l'écosystème de la planète, qui lui permettent de réguler son propre climat, semblent ainsi décliner. L'écosystème ne se comporte plus de la façon linéaire comme il a pu le faire autrefois. Et Johan Rockström mène une étude qui recense 9 limites planétaires qui encadreraient un espace sécurisé pour l'homme. Donc parmi lesquelles on retrouve le réchauffement climatique, l'érosion de la biodiversité, la perturbation des cycles biogéochimiques de l'azote et du phosphore, les changements d'utilisation des sols, l'acidification des océans, l'utilisation mondiale de l'eau, l'appauvrissement de l'ozone stratosphérique, l'augmentation des aérosols dans l'atmosphère, et enfin l'introduction d'entités nouvelles dans la biosphère. Donc, plusieurs ont déjà été dépassés. Le changement climatique est un exemple évident. L'objectif de maintenir le réchauffement sous la barre des 2 degrés d'ici 2100, donc à l'issue de la conférence de Copenhague de 2009, ça reste un compromis et les risques sont loin d'être optimaux. De plus, la biodiversité animale est en recul en vue d'une potentielle 6e crise d'extinction biologique massive de la planète. Et les difficultés de conservation des terres arables est également un phénomène parallèle. Dans une troisième partie, l'article vient insister sur l'urgence de rompre avec les vieilles conceptions qui ne voient que la Terre comme un vulgaire objet politique, un théâtre des interactions humaines. La Terre, qui autrefois était régie par les sciences naturelles, n'est plus distinguable de la civilisation. Elle aussi devient un sujet politique, régi par les lois des sciences humaines et sociales. Donc la relation d'homme à nature n'est plus celle d'une dynamique à sens unique. Les répercussions de l'activité humaine sur la Terre ont, par effet de boomerang, des impacts très concrets sur les comportements humains. Par exemple, la sécurité alimentaire, l'accès aux ressources vitales, les migrations forcées et soudaines, la précarité énergétique. Ainsi, l'article nous initie à une nouvelle ère géopolitique, qui a trop longtemps ignoré les relations de dépendance d'homme à sa planète. La géopolitique doit désormais s'affranchir de sa vision étriquée sur les relations entre États et nations, pour ainsi se concentrer sur une vision d'ensemble, celle d'une politique globale au sens propre du terme. Et l'article fait une précision finale. Il serait naïf de s'imaginer que la responsabilité envers cette œuvre commune de destruction doit être équitablement partagée parmi les humains. Il convient de garder à l'esprit que 70% des émissions de gaz à effet de serre, environ, sont produites par 1 milliard d'individus seulement. Ainsi, pour voir le concept d'anthropocène comme celui d'une tentative de dépolitisation des sujets questionnés serait une faute morale. On retient ainsi la proposition d'Eric Wingendahl, qui préfère parler d'une oliganthropocène, du grec oligos pour peu abondant. Ainsi pour décrire l'âge de quelques hommes privilégiés au détriment d'une majorité, également devenue victime de cet oligos. Il en découle ainsi la nécessité de transformer profondément notre système de gouvernance
et de partage des ressources pour que celui-ci soit plus flexible et équitable, et que pour nos systèmes environnementaux et sociaux parviennent à se compléter. Les défis écologiques sollicitent donc nos capacités d'adaptation quant à la formulation de nouvelles politiques publiques et économiques. Notre préférence historique quant aux mesures prises en réaction face aux crises s'avère ici désuète et impuissante. Les solutions à court terme doivent être remplacées par une réelle préoccupation sur l'avenir et le long terme. Et l'article revendique une volonté de, je cite, sortir de notre vision du temps historique tel qu'il est pensé par l'homme et pour l'homme seul. En conclusion, cette nouvelle ère géologique remet en cause toutes nos préconceptions géopolitiques. Et par sa genèse, les mots territoire, frontière, suprématie, souveraineté, si ce n'est pas même le mot État en lui-même, sont tous vidés de leur sens respectif. Et pour citer l'article, c'est toute une terre à inventer.